Donc bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu connais Jean Rochefort ? C'est donc le 29 avril 1930 que Monsieur et Madame Rochefort ont eu le plaisir d'accueillir un petit garçon qu'ils ont décidé de prénommer Jean. Il vit à Paris jusqu'à ses 9 ans, mais la Seconde Guerre mondiale éclate, et du coup Paris étant occupé par les Allemands, la petite famille bretonne va suivre l'exode pour aller s'installer dans la nouvelle capitale de la France libre, Vichy. À l'heure de la libération, il n'a que 14 ans, et c'est à ce moment-là qu'il assiste au triste spectacle des femmes dites tondues, et du coup cet événement va bien évidemment lui donner une bien sombre image de la nature humaine. Suite à ça, à 16 ans, il décide de commencer à travailler, et il est alors engagé comme garçon de bureau à la Banque Française. Mais il pourra pas y rester longtemps parce qu'en 1948, il a alors 18 ans, après une mésentente passagère entre ses parents, Madame Rochefort décide d'emmener son fils avec elle dans une maison de vacances en Bretagne. Mais en hiver, franchement, en Bretagne... le temps lui paraît fort long. Du coup, il se lie d'amitié avec un gamin du coin, et tout de suite, le dit gamin va persuader Jean à faire du théâtre. Et c'est comme ça que Jean s'initie assez tard, et il va d'ailleurs prendre des cours de théâtre à Nantes. Et ça lui plaît tellement qu'à 19 ans, quand il revient à Paris, il s'inscrit à l'École nationale supérieure des arts techniques du théâtre, autrefois appelée l'École de la rue Blanche. Et du coup, grâce à ce gamin du coin, ça va être tout trouvé parce que du coup, il entre au Grand Conservatoire de Paris. Et c'est là qu'avec quelques amis, ils vont créer un groupe dont le nom restera dans les esprits, la célèbre bande du Conservatoire. Dans cette bande d'amis, on peut retrouver Annie Girardot, Françoise Fabian, Michel Beaune, Guy Bedos, Bruno Kremer, Jean-Pierre Mariel, Jean-Pierre Mocky, Claude Rich, Pierre Vernier. Philippe Noiret était aussi de la bande, même si lui ne faisait pas partie du conservatoire. Et si la bande du conservatoire s'appelle aussi la bande à Bébel, c'est parce que dans la bande d'amis, il y avait le grand, le seul, l'unique Jean-Paul Belmondo. Après son service militaire en 1953, Jean Rochefort intègre une troupe de théâtre pendant 7 ans. Et là, il est remarqué par son aisance sur scène à jouer tant des tragédies que des comédies. Et du coup, c'est à 23 ans qu'il commence réellement sa carrière en tant que comédien. En 1955, en parallèle du théâtre, il commence une carrière au cinéma. Et c'est cette année-là qu'il tourne dans son premier film, Rencontre à Paris. En 1961, il rejoint Jean Marais et Philippe Noiret dans Le Capitaine Fracasse. Mais il ne se fait réellement remarquer qu'en 1962 dans le film Cartouche avec son BFF Jean-Paul Belmondo et la belle Claudia Cardinal. Et pour la petite anecdote, avant le tournage de Cartouche, Jean Rochefort n'était jamais monté à cheval. C'est Belmondo qui l'a initié. Et à partir de ce moment, c'est clairement devenu un grand fan d'équitation, et plus tard, il a passé sa passion à Philippe Noiret, qui lui aussi est devenu un grand passionné de chevaux. Mais bref, toujours est-il que le succès est encore au rendez-vous dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine, avec toujours son BFF Jean-Paul Belmondo et Jess Han. Il enchaîne avec les tournages de 3 films de Angélique, Marquise des Anges, de 1964 à 1966. Bon, certes, à la base, il y a 5 films d'Angélique, mais il n'a signé que pour 3. En 1974, il s'improvise réalisateur en tournant le documentaire T'es fou Marcel, documentaire sur le parcours cinématographique de l'acteur Marcel Dalio, avec Marcel Dalio, et bien sûr avec quelques potes comme Belmondo, Mariel, Montand, Dauphin ou encore Beaune. C'est d'ailleurs à la suite de ce documentaire que va se créer une solide amitié entre Rochefort, Mariel et Noiret. En 1972, il obtient son premier grand rôle dans le film Les Feux de la Chandeleur, film où il rejoint sa pote Annie Girardot et où il donne la réplique à un jeune acteur, Bernard Lecoq. Deuxième petite anecdote, dans ce film, c'est la première fois qu'il arbore sa moustache mythique au cinéma, et jamais il ne la rasera. Bon, à part en 2007 pour son rôle dans La Clé. L'année 1973 marque un petit tournant pour lui quand même, en jouant dans L'Horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier. Parce qu'en fait, le réalisateur lui a appris à être plus détendu face à la caméra, qui l'impressionnait un peu quand même, faut le dire. Et du coup, toujours avec Tavernier, il joue avec ses BFF Noiret et Mariel dans Que la fête commence de 1975. Et c'est grâce à ce film qu'à 46 ans, il obtient le tout premier César de l'histoire. Sa personnalité et son jeu, du coup, l'ont amené à jouer des comédies qui sont devenues des classiques, si je puis dire, comme le célèbre Grand Blond avec une chaussure noire, suivi du Retour du Grand Blond, ou encore Un éléphant ça trompe énormément avec sa suite Nous irons tous au paradis. Là, il rejoint encore des amis, à savoir Guy Bedos, Victor Lanoux, Claude Brasseur, Annie Dupéret et Daniel Delorme. Oui, bon, il reconnaît qu'il a fait quelques navets, oui, d'accord, oui, mais c'était pour assouvir sa passion des chevaux. Et du coup, ces navets, il les appelait les films Avoine. Mais l'année 2000 reste quand même une bien triste année pour l'acteur. En fait, cette année-là, il prêtait ses traits à Don Quichotte pour le film L'homme qui a tué Don Quichotte avec Johnny Depp et Vanessa Paradis. Sauf que pendant le tournage, il a eu une hernie discale. C'est un problème en bas de la colonne vertébrale. Du coup, à cause de ça, la production a été arrêtée. Mais ce qui a été plus dur pour lui, c'est d'apprendre qu'il ne pourra plus jamais remonter à cheval. Par la suite, il va faire quelques apparitions, comme dans le film Le Placard de Weber, ne le dit à personne, Astérix et Obélix au service de sa majesté, et encore dans Japlou, où du coup, il est dans un monde qu'il adore par-dessus tout, les chevaux. En 2008, c'est lui qui préside la cérémonie des Césars, et la même année, il est choisi par une marque d'assurance en ligne pour assurer 2 spots publicitaires. Je sais pas si vous vous souvenez des pubs, mais c'était pour
à ma guise. Mais entre-temps, on peut dire qu'il a fait du doublage. Mais oui. Il a commencé en 1971 en faisant le doublage français de certains films, mais aussi en faisant du doublage des films d'animation. En 1998 par exemple, il fait la voix française du tigre dans Dr. Dolittle avec Eddie Murphy. En 2004 dans le film Les Dalton, il double le cheval de Lucky Luke, Jolly Jumper. Et je sais pas si vous vous souvenez du dessin animé Robots, mais c'est lui qui fait la voix de Big Well. Et si vous allez dans le grand parc vendéen du Puy du Fou, alors premièrement il faut savoir que c'est lui qui a participé à la création du spectacle Les Mousquetaires de Richelieu, et que deuxièmement, c'est lui qui fait la voix off de présentation. Sa vie en couple a commencé le 9 juillet 1952, date à laquelle il s'est marié avec une certaine Elisabeth Bardin. Bon, le couple vit heureux pendant 8 ans, mais divorce du coup en février 1960. La même année, en juin, alors qu'il est à Varsovie, en Pologne, il épouse une certaine Alexandra Moskva, avec qui il va avoir 2 enfants. Une petite Marie et un petit Julien. Le couple restera marié pendant 20 ans quand même. Mais du coup, après le divorce, il vit pendant 7 ans avec l'actrice Nicole Garcia, avec qui il aura un nouveau fils, l'acteur et chanteur Pierre Rochefort. Mais du coup, la dernière femme avec qui il se marie, c'est avec une architecte répondant au nom de Françoise Vidal, avec qui d'ailleurs il aura 2 filles, Louise et Clémence. De janvier à mai 2016, il fait des petites chroniques sur France 5 avec Les Boleuses des Belles Lettres, où il décrit en 3 minutes des œuvres littéraires avec un langage... jeune et décalé. Il décrit alors les liaisons dangereuses, Roméo et Juliette, le Père Goriot, le Petit Prince ou encore Dracula. On peut d'ailleurs retrouver les épisodes sur YouTube, je te mets leur chaîne en barre d'infos. Mais d'une part, des problèmes de santé se sont fait ressentir en août 2016, et de l'autre, il disait qu'il en avait marre de voir tous ses amis partir, et que des fois, il sentait la mort venir pour lui. Et malheureusement, ce moment arrive en fin d'année 2017 à Paris, où il succombe à un cancer. Dans sa vie, il a quand même reçu 4 décorations. Il a été officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre du mérite agricole, et il a été également chevalier de l'Ordre des arts et des lettres. Au vu de la carrière qu'il a eue, je ne peux que vous conseiller des films comme Cartouche, Les Tribulations d'un Chinois en Chine ou L'Héritier, qu'il joue avec son grand ami Jean-Paul Belmondo, Le Capitaine Fracasse, où il joue un homme de main du méchant duc, Nous irons tous au paradis, où il retrouve nombreux de ses amis, ou encore la série des films angéliques, et où il retrouve Michel Mercier et un de ses grands amis, Robert Hossein. Mais aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous présenter Un éléphant ça trompe énormément et Le Grand Blond avec une chaussure noire. Donc c'est parti, dans Un éléphant ça trompe énormément, on nous présente un groupe de 4 amis composé de Daniel, le vendeur de voitures, Bouli, le machiste et séducteur du groupe, Simon, le médecin hypocondriaque qui a sans cesse sa mère sur le dos, et enfin le personnage principal, Étienne, qui lui travaille au ministère et est assez fidèle avec sa femme. Donc le film commence avec Étienne, nu sous un peignoir, sur la corniche d'un immeuble face à l'Arc de Triomphe. Et du coup, il leur raconte le pourquoi, du comment, en remontant quelques semaines en arrière. À cette époque-là, Étienne vivait une vie tranquille. Il travaillait au ministère, il était fidèle avec sa femme qui, elle, avait décidé de reprendre ses études. Mais un jour, il croise le chemin de Charlotte. Et bien qu'au début, il se refuse à toute aventure parce que lui-même déteste les hommes infidèles, on va pas se mentir, il va quand même finir par vouloir tout faire pour voir Charlotte et lui proposer un rendez-vous. Pendant que sa femme Marthe se fait harceler par un adolescent. Point important, Charlotte parle très peu de sa vie. Et du coup, on suit le quotidien d'Étienne, qu'il soit avec ses amis, qu'il soit avec sa famille ou alors qu'il soit avec Charlotte. Et à un moment, Charlotte et Étienne succombent à leur passion en espérant qu'une aventure sans lendemain. Et ensemble, ils passent une nuit inoubliable dans l'appartement de Charlotte, qui se situe juste en face de l'Arc de Triomphe. Et à la fin, gros plot twist. En fait, Charlotte ne s'appelle pas vraiment Charlotte, elle n'est pas célibataire, et son mari rentre de voyage plutôt que prévu. Du coup, dans la panique et dans le stress, elle file à Étienne un peignoir trop petit pour lui et elle le met sur la corniche de l'immeuble. Mais c'est qu'en bas, le peuple le regarde, la télévision arrive, les pompiers arrivent aussi pour le sortir de là. Du coup, son aventure fait le tour des télévisions, révélant sa conduite à ses amis, à sa femme et à ses filles. Mais du coup, cette fin n'est que le début d'une nouvelle aventure qu'on découvrira dans Nous irons tous au paradis. Maintenant, attaquons-nous au grand blond avec une chaussure noire. Dans ce film, Jean Rochefort endosse le rôle de Louis Toulouse, le chef des services secrets français. Son adjoint, Milan, il invente une histoire d'agent double pour faire discréditer Toulouse et au final, prendre sa place. Mais les murs ont des oreilles, et l'oreille en l'occurrence s'appelle Perrache, l'homme de confiance de Toulouse. Du coup, Perrache dit tout, et Toulouse va tout faire pour rentrer dans le jeu de Milan et faire en sorte que le plan se retourne contre lui. L'arroseur arrosé, quoi. Du coup, Perrache est chargé d'aller à Orly pour sélectionner un inconnu dans la foule, pour le faire passer pour un redoutable agent secret qui est censé régler l'affaire de l'agent double. Et Perrache choisit donc François Perrin, un violoniste plutôt maladroit, qui a à un pied une chaussure marron, et à l'autre, une chaussure noire. Perrin le fait surveiller par de vrais agents secrets, tandis que Milan reste quand même... interloqué par le comportement plus que bizarre de ce redoutable agent secret. Mais Milan n'a pas dit son dernier mot. Et il décide d'envoyer sur le terrain son agent féminin, Christine. En fait, Milan veut que Christine attire Perrin dans son lit, et à l'aide de micros dissimulés dans la chambre de Christine, il espère obtenir de Perrin des confidences sur l'oreiller. Sauf que le violoniste, il sait rien. Milan, qui le croit absolument pas,
commence à en avoir ras-le-bol et donne l'ordre du coup de l'assassiner. Perrin s'en sort miraculeusement grâce aux agents qui le surveillaient. Et au final, il arrive quelque chose à Milan. Et François et Christine décident d'entamer une petite relation. Et ils décident aussi de fuir au Brésil, histoire d'être loin des services secrets français. Mais est-ce que Toulouse et Perrache en ont fini avec eux? Ça, tu le sauras que si tu regardes Le Retour du Grand Blond. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu en sais un peu plus sur Jean Rochefort. Surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à mettre un petit commentaire si tu le désires, et aussi à partager si ça t'a plu. Quant à moi, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!